La SFMU, donc la Société française de médecine d'urgence, a défini le traumatisme crânien comme étant une lésion cérébrale aiguë résultant d'une énergie mécanique à la tête provenant des forces physiques externes. Alors ce traumatisme crânien, il est classé par un score de Glasgow que je vais vous présenter. Ce score de Glasgow, c'est assez simple, il y a 3 questions sur l'ouverture des yeux, sur une réponse motrice et sur une réponse verbale. Et plus vous avez de bonnes réponses, plus vous avez un score qui est important. Et on parle de 13 à 15 pour un score de Glasgow de traumatisme crânien léger, entre 8 et 12 modéré et inférieur à 8 sévère. Sachant que pour les urgentistes, un trauma crânien modéré et sévère n'est pas difficile à diagnostiquer, alors que le trauma crânien léger, il faut prendre des décisions, par exemple de faire rentrer le patient à domicile, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre, non pas à la légère, mais qu'il faut complètement justifier. Donc avant que le Covid ou que la Covid arrive en France et dans le monde, eh bien, Santé publique France avait fait une étude sur le trauma crânien. Vous voyez qu'en France, en 2019, c'était 155 000 traumatismes crâniens par an. Ça veut dire qu'il y a 17 traumas crâniens par heure qui sont étiquetés en France. Malencontreusement, le plus difficile à diagnostiquer et le plus fréquent, 80% des traumas crâniens. On meurt de trauma crânien en France avec 12 000 décès par an. Et vous voyez que les 2 motifs qui sont les motifs les plus importants, ce sont les AVP, les accidents de la voie publique, et les chutes. Alors si maintenant on va sur le trauma crânien léger, 80% de chiffres que je vous ai annoncés, c'est 124 000. Quand on est un homme, on a plus de risques de faire un trauma crânien léger. Il y a en fait 3 tranches d'âge qui sont particulièrement exposées, les enfants, les adolescents et les personnes de plus de 75 ans. Là aussi, les causes principales, c'est les chutes, le traumatisme routier et les agressions. Par contre, vous voyez que le pronostic est bon, mais par contre, le traumatisme crânien léger ne veut pas dire que c'est un traumatisme crânien léger dans ses issues, puisque selon certaines études, on a jusqu'à 0,9% de décès. Il y a des lésions intracrâniennes qui sont non chirurgicales dans 8% des cas et avec un recours neurochirurgical dans 1% des cas. Et ce qui nous intéresse aussi, mais ce ne sera pas le topo aujourd'hui, c'est qu'après avoir fait un trauma crânien léger, vous pouvez avoir des syndromes post-commotionnels qui peuvent être très handicapants, qui disparaissent pour 80% d'entre eux en une semaine, mais qui peuvent aussi persister jusqu'à 1 an. Et puis si vous multipliez les traumas crâniens légers, vous rentrez dans des pathologies qui sont les encéphalopathies chroniques, avec des démences et tout ce qui suit au niveau des dégénérescences du système nerveux central. Donc je me suis permis, et je ne suis sûrement pas exhaustif, de regarder ce qui c'était au niveau du Maroc, et quelques chiffres. Bien, les traumatismes crâniens sont classés dans une catégorie au niveau de l'OMS qui est accidents et traumatismes, et vous voyez qu'en 2019, c'est 7% des décès au niveau du Maroc. Un papier qui est sorti dans Neurochir en 2021 et qui focus sur le trauma crânien grave démontre que c'est là aussi l'homme qui est touché, on a un âge qui est assez jeune, et ce sont les accidents de la voie publique qui sont très importants, dans plus de 80% des cas, et la mortalité du trauma crânien au Maroc grave est importante, jusqu'à 65%. Et puis il y a une étude qui a été faite, une thèse de médecine, pour étudier entre 2012 et 2014 au CHU de Marrakech l'incidence de ces traumas crâniens globaux. Vous voyez que c'est 0,8% de l'admission au niveau des urgences, c'est à peu près 800 cas par an. C'est là aussi, on retrouve exactement les mêmes profils, c'est 80% de traumas crâniens légers. Il y a une saisonnalité, c'est juin, il y a un jour particulier, c'est le samedi, et même si on va être plus précis, c'est entre 18 et minuit que se passe le plus de traumas crâniens. Ce sont des patients jeunes, ce sont des patients, des hommes, et on est dans 60% des cas des traumatismes crâniens isolés sans autre teinte. La survenue, c'est l'AVP, c'est dans 81% des cas au niveau des zones urbaines, et ce sont après les chutes et les agressions. Et on meurt de façon importante des traumas crâniens au Maroc, avec 16%, mais en fait c'est tiré par la mortalité importante du trauma crânien grave, et on recourt à 33% de neurochirurgie. Alors qu'est-ce que fait un clinicien lorsqu'il a un trauma crânien léger devant lui? Et bien, en fait, il va le classer en 3 catégories. Une catégorie, il y a des risques faibles, le patient peut rentrer chez lui.
il y a un risque élevé, c'est quand il y a par exemple une prise d'anticoagulants, des fractures, et bien là, c'est le scanner immédiat dans l'heure, le plus rapidement possible, pour voir s'il y a une atteinte. S'il y a atteinte, c'est hospitalisation, c'est neurochir. S'il n'y a pas d'atteinte, on retourne sur une surveillance. Et puis, vous avez tout ce groupe des risques modérés. Par exemple, dès qu'un patient est sous traitement antiplaquettaire, il est nécessairement géré comme risque modéré et il doit avoir, et ce sont les recommandations de la SFMU, les anciennes, puisque je vais vous montrer les nouvelles qui sont tombées ce matin, vous devez passer un scanner entre la 4e et la 8e heure. En moyenne, en France, c'est la 6e heure. Et là, en fonction du résultat, soit hospitalisation, soit neurochir, soit on retourne chez soi. Mais le gros problème, c'est que 90% des scanners qui sont réalisés dans cette indication sont sans des lésions intracrâniennes. Donc ça veut dire que vous allez utiliser beaucoup de scanners avec un rendement qui est faible, vous allez engorger les services des urgences et surtout vous allez aussi irradier. Et on sait par exemple qu'une irradiation importante de scanners nombreux dans l'enfance peut conduire à des cancérisations. Donc la biologie, elle est arrivée là pour essayer de réduire en fait le nombre de scanners que l'on impose aux patients. Et la biologie, c'est simple, ça commence comment? Là, vous avez à gauche un cerveau avec sa barrière hémato-encéphalique qui va bien et des cellules qui vont bien. Il y a un traumatisme, vous avez la barrière hémato-encéphalique qui s'ouvre, vous avez des cellules qui souffrent, et donc les cellules qui souffrent vont relarguer des composés intracellulaires, et les biologistes vont pouvoir mesurer au niveau sanguin ces composés. Alors quand on dit ça, mais théoriquement, les premiers papiers, il fallait aller faire des dosages dans le liquide céphalorachidien. Or, il est contre-indiqué, lorsqu'il y a un traumatisme crânien, de faire une ponction lobaire. Donc, il a fallu qu'on attende en fait, que les technologies se développent pour que l'on puisse avoir accès à des molécules qui sont issues du liquide céphalorachidien et qui se diluent dans le sang. Alors, on les a depuis un moment, avec les multiplex, avec les ELISA Digital, avec les idéal capillaires, mais ce sont des techniques qui sont des techniques avec des plaques de 96 puits, et les industriels du diagnostic in vitro se sont arrangés et ont commencé à développer en fait des mêmes dosages qui se font sur des automates coup par coup pour qu'on puisse rendre aux cliniciens dans l'heure les résultats. Donc vous voyez que, et je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'ensemble des firmes qui sont présentées là, mais on a maintenant une possibilité de faire ces dosages que je vais vous présenter. Alors ces dosages, c'est quoi? C'est déjà identifier quels sont les marqueurs. Bien, en fait, il y a plusieurs types de marqueurs qui ont des origines cellulaires différentes. Ça veut dire aussi que vous allez penser qu'il y aura des mécanismes lésionnels qui seront associés à chaque marqueur. Vous avez l'airbag du cerveau qui est l'astrocyte, où vous avez la GFAP et la S100B. Vous avez le neurone, où vous avez le corps neuronal avec UCHL1, dont on va avoir parlé, et une molécule qui est très à la mode en ce moment, qui est neurofilament light. En fait, c'est au niveau de l'axone, et c'est le stretch qui va libérer cette NFL. Donc, vous imaginez quand vous avez un traumatisme crânien avec une décélération ou réaccélération, et que les axones sont tirés, eh bien vous avez un mécanisme lésionnel qui parlera au niveau de NFL. Deuxièmement, il faut savoir que chaque protéine dont on va parler a une localisation particulière au niveau cérébral. Donc ça veut dire que vous n'allez pas chercher le même type de biomarqueur en fonction de type de lésion, c'est-à-dire frontale ou occipitale, etc. Donc ça, maintenant, on sait qu'on peut aussi aller au niveau de la finesse du mécanisme lésionnel et de la zone anatomique qui est touchée. Et puis, vous avez ce dont je vous parle depuis le début, qui est en fait le traumatisme. Et après, il existe tout un tas de cascades moléculaires où vont être plus ou moins libérés les biomarqueurs dont je vais vous parler. Ces biomarqueurs, ils ont des poids, ils ont des formes, ils ont des tailles moléculaires qui sont différentes et vont prendre une cinétique qui est plus ou moins rapide. Et donc, à terme, on va avoir, en fonction du type de marqueur, des cinétiques qu'il faut connaître. Aujourd'hui, très clairement, c'est ce qui est résumé sur cette figure. Vous avez 3 molécules, S100B, GFAP et UCHL1, qui sont des molécules qui ont une cinétique qui est compatible avec ce que attend un urgentiste quand il arrive et quand il voit un patient, c'est-à-dire qu'il faut que ça se positive très rapidement et il faut être compétitif vis-à-vis d'un scanner qui se fait dans les 6 heures ou qui se fait dans les 3 heures. Alors, la première molécule qui a vraiment montré
que la biologie avait un impact important sur la gestion des traumatismes crâniens légers. C'est notre collègue Bieberthaler, qui est un urgentiste allemand, qui a en fait posé cette fameuse protéine, la protéine S100B, très clairement pour le message. Quand vous regardez ce graphe, c'est si vous prenez un seuil qui est à 0,105 microgrammes par litre. Attention, c'est firme dépendant, c'est-à-dire que quand vous avez d'autres molécules, enfin la S100B dosée par d'autres automates, c'est un autre seuil, ça il faut bien le dire au niveau du clinicien. Eh bien, lorsque vous avez un seuil à 0,105, vous avez une sensibilité de 100% pour exclure un traumatisme crânien léger. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera inférieur à 0,105 ne fera pas de lésion intracrânienne et vous faites un rule-out. Par contre, la S100B, vous voyez, a une spécificité, je vous expliquais pourquoi, qui est faible, de 30%. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas une sensibilité de 100%, enfin vous avez une sensibilité de 100%, mais une spécificité de 30%, c'est-à-dire que vous n'aurez que 30% des scanners qui sont évités. Et ce qui est intéressant dans cette ES100, c'est quelle que soit la taille de l'étude, ou les pays qui ont été étudiés, eh bien, vous trouvez exactement les mêmes chiffres. Et c'est pour ça que nos collègues scandinaves ont mis dans l'algorithme décisionnel la présence des biomarqueurs dans la gestion du trauma crânien. Et vous voyez qu'ils retrouvent une VPN à 99%, une sensibilité à 100% et toujours la même manque de spécificité. Et puis Damien Gruson pourra nous en parler, mais les Belges avaient essayé d'étudier s'il fallait inclure la S100B dans leur pratique, et en fait ils font avec le KCE une étude bibliographique très poussée, et vous voyez qu'on retrouve une VPN à 99% et un nombre de scanners évitables à 38%. Et donc c'est pour ça qu'à Clermont, nous avons repris cet algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, et nous avons inclus, lorsqu'il y a un patient en risque intermédiaire, eh bien, le dosage de la S100. Si la S100 est négative, roll out. Si la S100 est positive, on repart au scanner. Et ça fait à peu près 10 ans qu'à Clermont, on a lancé le système. Et ce matin, c'est peut-être très spécifique, mais ce matin, en fait, sont parus au niveau de la SFMU et de la SFAR, aidés par la SFBC, ces recommandations. Vous voyez, ce sont des recommandations de pratique professionnelle qui donnent maintenant le dosage des biomarqueurs comme opposable pour la gestion de patients qui sont en traumatisme crânien léger. Et les trois biomarqueurs qui sont maintenant opposables dans la gestion médicale d'un traumatisme crânien léger, c'est la S100B quand elle est dosée dans les 3 heures et c'est GFAP-UCHL1 quand ils sont dosés dans les 12 heures. Alors, il faut connaître le fait que la S100B, elle a des limites. Premièrement, elle a une temps de vie courte. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on utilise uniquement la S100B dans les 3 heures. Elle est peu spécifique, donc ça veut dire que vous aurez l'impossibilité d'utiliser la S100B chez des polytraumatisés. Il y a un lien avec l'échelle de Fitzpatrick, qui est la pigmentation cutanée. Plus vous avez une peau qui est foncée, plus vous avez de la S100B, parce qu'elle s'élimine et elle sort avec la mélanine, qui est importante. Vous n'avez pas aujourd'hui de POCT, on vient d'en parler, de biologie délocalisée spécifique de la S100B, et puis vous avez une influence de l'âge. Et ça, je vais l'illustrer. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la pédiatrie. C'est exactement la même chose au niveau de la pédiatrie, et moi, je vais prendre les âges plus élevés. Quand on a fait notre premier état des lieux sur les 1500 premiers patients à Clermont, on a retrouvé notre VPN qui est à 99,16. On a une spécificité, donc un nombre de scanners qui est évité de 40%. Mais quand on est vers le plus de 65 ans, on diminue beaucoup de la spécificité. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez physiologiquement un cerveau qui souffre avec l'âge et qui va libérer de plus en plus de S100B. Et vous voyez qu'au lieu d'être à 0,105 chez des patients normaux, on est pour les plus de 90 ans à 0,318. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut adapter les seuils de S100B en fonction de l'âge. Et quand vous les adaptez, pour entre 60 et 80 ans, c'est 0,11, plus de 80 ans, c'est 0,15, vous retombez sur des spécificités qui sont de l'ordre de 30%. Mais c'est la seule chose auquel on peut faire répondre sur les difficultés de la S100B. C'est pour ça qu'est arrivée une nouvelle solution qui sont les binômes GFAP-UCHL1. GFAP, c'est produit par l'astrocyte, UCHL1 par le neurone. Donc première chose, vous avez 2 origines cellulaires qui sont intéressantes. Et puis quand vous regardez la cinétique, eh bien c'est une cinétique complémentaire avec UCHL1 qui arrive très rapidement, GFAP qui paie un peu moins longtemps, et vous avez une fenêtre diagnostique qui est jusqu'à 12 heures.
Alors, autre chose, je vous ai remontré l'AS100B sur un protéine atlas qui montre l'expression au niveau cérébral, mais vous voyez qu'il y a tout un nombre de tissus qui expriment aussi l'AS100B. Même si l'UCHL1 est un peu moins performante, vous voyez que GFAP est beaucoup plus spécifique. Donc, ça veut dire que l'on doit avoir une augmentation du pourcentage de scanners évités. Ça a été fait, Bieber-Thaler, c'est pour GFAP-UCHL1. L'alerte TBI, c'est Bazarian aux États-Unis, qui a pris une cohorte très bien calibrée au niveau des TCL, avec le nombre de scanners qui sont attendus, avec un recours neurochirurgical. Ils ont fait la fenêtre sur 12 heures et ils trouvent de façon globale des performances qui sont aussi bonnes que la S100B et ils arrivent à augmenter le nombre de scanners évités de 38%. Par contre, ils sont très honnêtes. Lorsque l'on prend GFAP-UCHL1, comme pour la S100B, vous avez des taux physiologiques qui augmentent avec l'âge. Et donc, vous voyez que dès qu'on prend des plus de 65 ans, la spécificité, elle retombe à 13,1. L'intérêt aussi de ce GFAP-SHL1, qui maintenant est développé, c'est que vous avez des corrélations analytiques entre des automates au laboratoire et des automates de biologie délocalisés, ou en tout cas sur des petites machines. Et en France, ça peut aider à réfléchir sur la structuration d'une filière de soins avec un hôpital central qui a un automate en labo central et puis peut-être des maisons médicales, certains points, des petits hôpitaux qui seront équipés de plus petits automates pour permettre en fait d'avoir une filière qui utilise le même type d'analyse et qui pourra en fait être développée au sein d'un GHT, un groupement hospitalier de territoire. Alors la question que je vais avoir, donc je l'anticipe, eh bien c'est qu'est-ce qu'il faut prendre, S100B ou GFAP-UCHL1? Alors très clairement, depuis de nombreuses années, il y a des études qui se font entre GFAP-UCHL1 versus S100B. Mais en fait, il y avait un nombre de techniques pour GFAP-UCHL1, on racontait à peu près n'importe quoi. Donc le top départ, maintenant, c'est depuis qu'on a des automates qui sont calibrés pour GFAP-UCHL1. Et vous voyez qu'aujourd'hui, très clairement, on a un petit avantage au niveau de 2 études. Il n'y a que 2 études qui ont été publiées de GFAP-UCHL1 en termes d'AUC au niveau du TCL. Mais il n'y avait pas aujourd'hui d'études qui se faisaient. C'était souvent GFAP versus S100B ou CHL1 versus S100B, mais il n'y avait pas ces dosages S100B versus le binôme. Alors nous, on a profité d'un programme de familiarisation de la société Abbott pour reprendre notre algorithme et puis regarder comment ça se passe au niveau de GFAP-UCHL1. Je vous donne les premiers résultats. Donc on a 196 patients. La première chose, c'est que les urgentistes, lorsqu'ils utilisent GFAP-UCHL1, ils ont une capacité d'inclusion de patients qui est plus de 20%. Ça peut paraître peu, 20%, mais quand vous avez la queue aux urgences, quand les urgences sont engorgées, le fait de gérer de façon assez simple 20% des patients qui arrivent, c'est quelque chose qui est appréciable. Ce qu'il faut avoir aussi comme notion, c'est que comme la S100B, GFAP-UCHL1 est plus élevé, heureusement, chez les traumatismes crâniens que ceux qui n'en ont pas. Et quand on regarde les performances, on a exactement les mêmes performances au niveau sensibilité. Donc en utilisant GFAP-UCHL1, on roule out de la même façon des TCL. Par contre, vous voyez que dans la zone de confort de S100B, on est un peu plus fort en spécificité. Et globalement, en fait, eh bien, on inclut donc plus de patients avec les 20%, on a la même sensibilité et on a un peu plus de spécificité, donc un peu plus de scanners évités. Mais ça, maintenant, il faut le généraliser, et c'est ma dernière diapo. C'est clair, enfin j'espère que les biomarqueurs, je vous ai convaincu qu'il y avait une valeur ajoutée dans la gestion des TCL. Il faut, je pense que ça a été répété au niveau de l'ensemble des topos, un discours clinico-biologique, et l'expert de ces biomarqueurs, c'est le biologiste au niveau de tout ce qui est interprétation. Et si il n'y a pas ce couple clinico-biologique, eh bien, le marqueur il est mort très rapidement. Aujourd'hui, c'est la S100. Le binôme GFAP-UCHL1 va s'installer, c'est évident. Il va y avoir des seuils spécifiques. On va devoir faire de la médecine personnalisée. On peut penser, par exemple, à des chuteurs dans une EHPAD. Eh bien, peut-être qu'au lieu d'envoyer un patient qui a chuté d'une EHPAD, si on a sa valeur de base et que cette valeur de base n'est pas augmentée,
il ne partira pas dans un VSL pour aller attendre son scanner dans un laboratoire, dans un hôpital. Donc, quelque part, je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à la médecine personnalisée de personnes fragiles. Et puis, dans le futur, c'est qu'il va falloir maintenant intégrer, mais surtout gérer ces recommandations. Il va falloir les valoriser d'un point de vue médico-économique. Je vous ai parlé de diagnostic, mais il y a beaucoup de travaux maintenant qui démontrent qu'en fait, il y a une valeur pronostique de ces biomarqueurs. Et puis, il y a des nouveaux candidats et des nouvelles matrices. Par exemple, pour la pédiatrie, eh bien, c'est toute la salive qui va être utilisée sur ces biomarqueurs parce qu'il est beaucoup plus facile, entre guillemets, de recueillir de la salive d'un enfant qu'une ponction veineuse. Et je vous remercie de votre attention.